Salut à toutes et à tous et merci de regarder le média en direct ou en replay. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023 et c'est l'heure de votre quasi quotidienne d'infos et de combat, toujours debout. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la petite clochette en cliquant sur l'onglet Toutes. Abonnez-vous aussi et surtout à notre newsletter quotidienne en allant sur newsletter.lemediatv.fr et ne ratez plus aucun de nos contenus, y compris ceux qui peuvent être invisibilisés par les plateformes. On le rappelle, le média ne vit que par vous, par vos dons et par vos abonnements. Si vous le pouvez, sautez le pas et entrez dans la communauté de nos soutiens. Toujours debout, c'est parti. Aujourd'hui, notre émission s'organisera autour d'un plateau unique avec Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté aux éditions de la Cité, et Julien Terry, historien et présentateur d'émissions aux médias, comme On s'autorise à penser et La Grande H. Nous évoquerons la dernière sortie polémique d'Emmanuel Macron sur la France qui serait en proie à une sorte de décivilisation. Décivilisation, un concept manifestement emprunté à Renaud Camus, théoricien du grand remplacement, et à l'extrême droite en général. Mais pourquoi le président de la République française s'amuse-t-il de manière répétée à voler les concepts de ce camp politique-là? On en parlera et on évoquera également la marche et plus généralement la cérémonie de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins, lequel maire a voulu prendre ses distances avec la gauche parce qu'il la soupçonne de récupération politique. Mais la lutte contre le racisme peut-elle être autre chose que politique? Et au final, Yannick Morez ne participe-t-il pas à la petite musique qui vise à stigmatiser les extrêmes, également responsable de ce que Macron nomme la décivilisation de la France? On en débat tout de suite et on débattra au final de la résurrection de la bataille parlementaire des retraites. C'est parti. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors pour lancer cette discussion, je vous propose de regarder un petit magnéto de mise en contexte. Oui, c'est vrai que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République, il a bousculé son agenda pour pouvoir demain rendre hommage à Roubaix aux 3 policiers qui ont perdu la vie. Il était prévu dans un premier temps qu'il aille dans le Var pour un déplacement autour de l'écologie. Ce déplacement a été reporté et c'est vrai que ce matin, Emmanuel Macron a eu des mots très marquants sur l'état de notre société. Il a alerté le gouvernement sur ce qu'il appelle la décivilisation de notre société, un concept fort qui fait bien évidemment écho aux différents sujets, aux différents événements que notre pays traverse et à l'émotion qu'il suscite. La démission, bien sûr, du maire de Saint-Brévin après l'incendie de son domicile, la mort de ces 3 policiers et cette infirmière qui a été tuée en plein exercice. Mais dans le même temps, l'Élysée nous indique que s'il y a, c'est vrai, une augmentation de la violence dans notre société, que ces violences, elles sont multifactorielles et qu'elles sont toutes de nature différente. Alors ces propos du chef de l'État, ils ne sont pas très nouveaux. Ils font aussi référence à ce qu'il avait nommé, alors c'était en novembre dernier, ce qu'il avait appelé le travail de civilisation nécessaire pour le pays et qu'il appelait de ses voeux. Et ces mots-là, c'était lors du dernier congrès de l'Association des maires de France. Bien entendu, ce qui devait arriver suite à ces propos tenus en Conseil des ministres et qui ont opportunément fuité, c'est arrivé. Un grand nombre d'analystes ont accusé Emmanuel Macron de récupérer une fois de plus les mots de l'extrême droite. Il faut dire que décivilisation, c'est le titre d'un ouvrage de Renaud Camus qui a aussi écrit Le Grand Remplacement, le fameux essai qui a inspiré le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathieu? Alors moi, je pense pas que Emmanuel Macron avait en tête Renaud Camus. Pour être honnête, je pense pas qu'il faisait référence à Renaud Camus. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Moi, je pense que ce terme-là, donc de décivilisation, il l'emploie pour signifier quelque chose qui est très similaire à ensauvagement. Voilà. C'est-à-dire en gros de présenter l'image d'un pays qui se verrait accablé par une montée de la violence, par une sorte de décadence de violence, ou je sais pas quoi, qui serait assez proche de ce que l'extrême droite appelle ensauvagement. Et en fait,
ça, si vous voulez, c'est une rhétorique qui est vraiment propre à l'extrême droite. Encore une fois, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est d'extrême droite, je ne dis pas qu'il mène une politique d'extrême droite ou quoi que ce soit. Je dis qu'en revanche, il reprend, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il reprend un certain nombre de concepts, d'idées à l'extrême droite, et celle-ci, clairement, en fait partie. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est de décrire une France qui serait, encore une fois, ensauvagée, qui serait prise dans un délire de violence, ce qui est totalement faux d'ailleurs, parce que on prend sur les 30-50 dernières années, la violence est en baisse, les homicides sont en baisse, les vols avec armes sont en baisse, donc globalement, si on prend le temps long, la violence est en baisse dans le pays. Donc déjà, c'est factuellement une erreur de décrire un pays qui serait décivilisé. Et ensuite, évidemment, ça sous-entend qu'il y aurait à l'intérieur de ce pays des gens qui seraient moins civilisés que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui seraient coupables de ça. Et donc là encore, ça rejoint aussi l'idée de l'extrême droite qui est de dire qu'il y a des fauteurs de troubles, des gens qui seraient plus dans le cadre de la civilisation, qui seraient des sauvages, quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est une rhétorique extrêmement dangereuse, une rhétorique de bouc émissaire, alors qui est utilisée par l'extrême droite d'un point de vue xénophobe. C'est de dire qu'il y a... Parce que l'extrême droite dit qu'il y a un ensauvagement et qui est lié à l'immigration. Donc on voit tout de suite ce que ça veut dire, c'est les étrangers les coupables. Mais donc il y a tout ça derrière. Et juste je finis sur un point, c'est que ce qui est inquiétant dans ce discours, c'est que c'est un discours finalement qui est ultra sécuritaire, qui appartient au camp des partisans des mesures sécuritaires. Et généralement, quand on utilise ce discours-là, c'est pour préparer les esprits à un durcissement sécuritaire. Alors à l'extrême droite, à chaque fois qu'il y a des faits divers ou quoi que ce soit, ils s'en emparent pour dire, regardez, la justice est trop laxiste, il faut mettre des peines planchées, il faut en finir avec l'aménagement des peines, enfin, tout le discours sécuritaire habituel. Et j'ai peur, en fait, que Emmanuel Macron s'oriente encore une fois, c'est pas une peur, je veux dire, la logique sécuritaire, elle est déjà là, je veux dire, le durcissement sécuritaire est déjà là, mais généralement, quand il y a ce type de rhétorique, c'est aussi pour préparer potentiellement un durcissement politique sécuritaire, et ça aussi, c'est quand même assez inquiétant. Julien, tu penses que Renaud Camus fait partie des livres de chevet, des auteurs des livres de chevet d'Emmanuel Macron, ou c'est une A priori non, je erreur suis d'accord avec ce que disait Mathieu Slama. Il n'y a pas de raison de penser qu'il lit spécifiquement Renaud Camus. En revanche, le monde de Renaud Camus, les idées que brasse Renaud Camus, qui viennent pas de lui, il est en quelque sorte, il représente une radicalisation de l'ensemble de ses idées. C'est aussi le monde d'Emmanuel Macron, et pas seulement le sien, c'est aussi celui des partis de gouvernement, qui soient prétendument de gauche, du centre, ou de droite depuis bien longtemps. Maintenant, vous parliez à l'instant de la notion d'ensauvagement. Elle a été beaucoup maniée par une grande figure de la gauche de gouvernement, Jean-Pierre Chevènement. Les sauvageons du virtuel, disait-il. Voilà, tout à fait. C'est le même univers. Et vous disiez, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron sera d'extrême droite. Il ne se dira jamais d'extrême droite. Mais la manière dont il gouverne, son monde ont partie liée, et de plus en plus, et c'est très inquiétant, avec l'extrême droite, mais encore une fois, il n'est absolument pas le seul. On peut faire une histoire comme ça, à grands traits, de ce qu'on pourrait appeler aussi la lepénisation des partis de gouvernement, leur droitisation et extrême droitisation, avec toute une série d'étapes. Moi, je pense, par exemple, dans ces cas-là, à la manière dont quelqu'un comme Ségolène Royal, en 2007, recycle dans son discours pour la campagne électorale le vocabulaire de l'assistanat. Et tout l'imaginaire de la société qui va avec, qui est très marqué à droite. Et évidemment, quand la gauche de gouvernement recycle les notions de droite, et c'est quelque chose de profond, c'est pas juste des mots comme ça, c'est une manière de voir le monde, il est logique que la droite se déplace vers la droite. Alors il y a eu toutes sortes d'étapes comme ça, on est quand même allé jusqu'à François Hollande, on l'oublie, qui, je crois que c'était en 2015, février 2015, au dîner du CRIF, parle de Français de souche. Manie la notion de Français de souche. Il commente la profanation d'un cimetière juif et il dit, vous vous rendez compte, en plus, ceux qui ont commis ce crime étaient des Français de souche. Alors, vous imaginez tout l'univers qu'il y a derrière, qui est évidemment une vision du monde et de la société qui est d'extrême droite, qui est racialiste dans une très large mesure. Voilà, donc... il y a eu comme ça un travail de fond d'abord des intellectuels dès le début des années 80 avec une figure comme Marcel Gauchet de repackaging, de réemballage à l'usage des partis politiques de la gauche de gouvernement puis de la droite classique des idées d'extrême droite. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et alors, cette notion de décivilisation, elle va de pair avec tous les D, désaffiliation, décadence, qui est évidemment un marqueur d'extrême droite, qui sont maniés par cette gauche-là, cette gauche modernisatrice, qui ensuite est devenue macroniste, et puis, comme Marcel Gauchet a fait une sorte de coming out aussi lepéniste depuis.
Alors, je voudrais peut-être me faire l'avocat du diable, ou du moins du président, et dire qu'Emmanuel Macron s'inspire plutôt, peut-être, du sociologue Norbert Elias, qui a réfléchi dans les années 30 aux causes profondes de l'arrivée du nazisme en Allemagne, et lui aussi parlait de décivilisation. Peut-être pas dans le même sens, peut-être dans le même sens. Bah, moi, j'y crois pas trop à ça, parce que ça s'inscrit dans un contexte, encore une fois. Moi, je crois que ce qui est important, c'est, encore une fois, le contexte dans lequel s'inscrit cette phrase, qui est donc des faits divers, des actes de violence, etc. Mais que Emmanuel Macron, même s'il s'en défend, a tendance à un peu amalgamer, au sens où il va comparer alors, la mort tragique de policiers dans un accident de la route lié visiblement à un conducteur qui avait pris de la drogue, enfin voilà, donc un fait divers tragique, voilà, par exemple, et avec, évidemment, qui est bouleversant pour tout le monde, mais avec, par exemple, ce qui s'est passé à Saint-Brévin, peut-être qu'on en reparlera, mais qui est là, pour le coup, qui n'est pas un fait divers, mais qui est un sujet politique, puisque c'est l'extrême droite, donc, qui a menacé, qui a attaqué un maire. Donc ça, c'est un acte politique, ça n'est pas un fait divers. Et en fait, il amalgame tout ça, et même s'il dit que les violences sont différentes causes, et il en fait une sorte d'explication globale, qui est de dire la société se décivilise. Ce qui est, encore une fois, je dis pas que Emmanuel Macron est d'extrême droite, mais c'est le propre de l'extrême droite de prendre des faits divers, tragiques, etc. On en se rappelle de l'affaire Lola, par exemple, qui a été un déversoir de haine pour l'extrême droite, pour leurs idées xénophobes, etc., en faisant le lien, encore une fois, entre immigration, criminalité, etc. Et Emmanuel Macron rentre, sans forcément même en avoir pleinement conscience, d'ailleurs, rentre dans ce jeu-là. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que c'est finalement une stratégie de sa part de rentrer dans le jeu de l'extrême droite pour faire finalement monter l'extrême droite et comment dire, minoriser ou corneriser la gauche, bon, j'en sais rien. Ou alors, qui est peut-être aussi mon hypothèse, c'est peut-être aussi le signe que finalement la fenêtre d'Overton a beaucoup bougé à droite et à l'extrême droite, et qu'en fait l'extrême droite a réussi à imposer ses thèmes au point de voir, comme vous le disiez, des gens qui ne sont absolument pas d'extrême droite, qui sont des républicains. Je veux dire, François Hollande à Emmanuel Macron, ça reste des républicains. Oui, ils le sont sans le savoir. Bon, mais qui en tout cas, qui se mettent à rentrer dans l'espace de discussion de l'extrême droite, à utiliser ces termes. Emmanuel Macron n'est pas à son coup d'essai. Il avait parlé de pays légal, qui est quand même un terme maurassien. Il avait utilisé différents termes qui étaient plutôt... Il avait aussi parlé de la nation comme un tout organiciste, qui est une pure rhétorique d'extrême droite. Donc c'est juste, voilà, c'est vraiment cette idée finalement que l'extrême droite a réussi à imposer ces thèmes. D'ailleurs, Marine Le Pen, ce matin, était interrogée. Elle s'est réjouie. Elle a dit il nous donne raison. Et c'est ça qui est inquiétant. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen, qui se réjouit de ces propos-là, et explique que Macron ne fait que reprendre ses thèses injustement stigmatisées. On l'écoute sur le plateau de CNews. Est-ce que vous partagez ce que dit Emmanuel Macron ? On est dans une phase de décivilisation de la société française. Moi, je parle d'ensauvagement depuis des années et je me fais accuser de tous les maux pour avoir fait cela. Bon, la décivilisation, c'est la barbarie. Voilà, c'est le retour vers la barbarie. Donc en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons, sauf que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et il n'entendait pas cette sonnette d'alarme. Il se réveille au moment où la situation est déjà très obérée dans notre pays. Donc il y a là aussi des décisions à prendre. Pendant la campagne présidentielle, souvenez-vous, j'avais dit il faut sacraliser l'intégrité physique des Français. Aujourd'hui, de plus en plus de Français sont atteints dans leur intégrité physique par des violences. Alors, Emmanuel Macron est-il le grand photocopieur ? Est-il le grand plagiaire idéologique du Rassemblement national, Julien ? Photocopieur, plagiaire, je ne pense pas que ce soit exactement ça la dynamique, mais à chaque fois, de toute façon, que l'ordre, disons, capitaliste bourgeois se trouve en danger, se trouve menacé, il y a la montée de thèmes de ce type. Ça date de la fin du 19e siècle, quand la Troisième République enfin advient et qu'elle succède à des régimes tout à fait autoritaires, et puis que les monarchistes sont obligés d'abandonner le rêve du retour à la monarchie, à l'ancien régime, eh bien, se développe
une rhétorique qui est celle de Maurras. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'Emmanuel Macron aime bien les thèmes de Maurras et qu'il a osé utiliser la distinction très explicitement, celle de Maurras, entre pays légal et pays réel, pour faire avancer la loi séparatisme. Ça n'est pas rien. La loi séparatisme, elle désigne un ennemi de l'intérieur qui est constitué par ceux qui font tâche, qui souillent la nation, des sauvages, en quelque sorte, c'est ça l'idée en filigrane. Et on retrouve la thématique là-dessous, qui est en fait néocolonial aussi, et suprémaciste occidental, qui désigne ces gens qui ne sont pas de chez nous et qui ne sont pas civilisés. En arrière-plan, il y a tout un monde qui survient. Il utilise cette rhétorique, qui était celle de Maurras, notamment contre les Juifs et les Métèques, au moment où la Troisième République advenait et où la grande bourgeoisie s'effarait de ce qui était en train de se passer. Macron lui-même, donc, en 2018, pour faire avancer sa loi séparatisme, qui désigne un danger, les musulmans, au moment où il faut faire passer des mesures très impopulaires, après la loi travail, après les gilets jaunes. Donc ça, c'est quelque chose qui revient ensuite, on le voit très bien aussi, dans les années 30, avec les avancées du Front populaire, l'émancipation populaire. Il y a la grande bourgeoisie qui est absolument effarée. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage de l'entretien de Gilles Deleuze dans l'Abécédaire. Gilles Deleuze, un philosophe qui venait très à gauche, mais qui venait d'un milieu grand bourgeois, et qui parle, enfin bourgeois, qui parle de son enfance, et qui raconte comment, dans son entourage, on avait été choqués, ulcérés en voyant tout à coup, avec les congés payés, ces hordes de travailleurs qui n'avaient rien à faire là, qu'on n'avait jamais vu partager l'espace des bourgeois sur les plages. Comment ces gens pouvaient-ils tout à coup partager le même style de vie que la bourgeoisie? Et ça a déclenché une haine absolument terrible, et ça alimentait l'extrême droite des années 30. Aujourd'hui, le danger qu'il y a face à l'incapacité du capitalisme dans sa phase néolibérale, disons, de maintenir le contrat des 30 Glorieuses, qui garantissait à une classe moyenne importante une situation matérielle acceptable, ou plutôt peut-être face aux oppositions de la grande offensive, dont on parle souvent, qui est aussi celle de la Commission européenne, de la marchéisation du monde, qui radicalise les inégalités, le projet de société néolibérale. Eh bien, il faut toute une série de discours pour empêcher, juguler la montée de l'opposition, la montée de la résistance. Et bien sûr, là, du coup, tous les décadences, décivilisations sont de retour, et c'est l'imaginaire de l'extrême droite. C'est la matrice de l'extrême droite, je dirais. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous identifiez vraiment des expressions maurassiennes, par exemple, qu'il n'a pas pu utiliser sans le savoir, mais vous le tenez quand même pour innocent quant à la récupération des thèses de Renaud Camus. Peut-être c'est parce que c'est plus contemporain. Il est assez malin pour rester en retrait. Renaud Camus, c'est un extrémiste, très explicitement. Donc il suffit d'envoyer des signaux. Et d'ailleurs, entre parenthèses, même cette technique qui consiste à envoyer des signaux de temps en temps. On dit du bien de Pétain, alors que c'est illégal, entre parenthèses. On n'a plus le droit d'appeler le maréchal Pétain, maréchal Pétain, parce qu'il a été frappé d'indignité nationale. Mais c'est pas grave, c'est une tradition, Mitterrand l'a déjà fait. On fait des petits signes côté Maurras, on fait des petits signes côté ensauvagement, côté Camus. Cette manière de donner des petits signes, mais sans jamais dire les choses complètement, ou en se retirant tout de suite après, c'est une technique d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen a été le premier à la mettre en œuvre avec ses propos antisémites, avec ses propos qui étaient des propos négationnistes du génocide des Juifs par les nazis en filigrane. Et puis ensuite, on se retire, on dit « mais pas du tout, pensez-vous ». Alors, on ne dit pas que c'est la même chose, je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais ça n'a pas rien à voir. Moi, je suis pas tout, enfin, je comprends. Là où je suis un peu en désaccord, c'est que je pense que Emmanuel Macron vient quand même d'une culture républicaine, et c'est d'autant plus pour ça que j'ai du mal à comprendre ces glissements-là, parce que il y a par exemple des gens chez Macron, je l'avais dit dans une précédente émission ici, mais par exemple quelqu'un comme Clément Beaune, c'est quelqu'un, je trouve, qui est très républicain et qui a toujours eu les mots qu'il fallait vis-à-vis de l'extrême droite, et je pense qu'il y a des gens comme ça. Mais j'ai l'impression que Emmanuel Macron, des fois, ne se rend pas bien compte des concepts qu'il manie, premièrement, et puis deuxièmement, en effet, je pense qu'il y a un certain cynisme. Je pense que, et c'est peut-être la clé pour comprendre aussi ce qu'il est en train de faire, encore une fois, j'insiste, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, c'est un néolibéral finalement assez classique, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un grand cynisme politique, qui sait qu'en politique, quand on vise des boucs émissaires, ça fonctionne, qu'il utilise à fond cette technique, il l'utilise depuis son premier mandat, et puis d'autre part, c'est quelqu'un qui voit aussi, qui utilise beaucoup les sondages, et c'est le point sur lequel je voulais arriver, c'est il voit l'extrême droitisation du pays, il voit la manière dont les thèses, et je reviens un peu à ce qu'on disait, il voit la manière dont les thèses
thèses, les thématiques de l'extrême droite sont en train de monter dans le pays, la manière dont la xénophobie monte dans le pays. Et là, il y a un sondage, je crois qu'il date d'hier, sur l'immigration, puisque c'est le thème actuellement. Mais cette montée, elle n'est pas indépendante de lui. Oui, alors... Elle n'est pas indépendante de lui, c'est pas juste qu'il la voit. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une montée de l'intolérance dans le pays, des idées d'extrême droite. On voit sur l'immigration qu'il y a un très très grand raidissement du pays vis-à-vis de l'immigration. Alors c'est lié à plein de choses, à certains médias qui sont en boucle sur les faits divers, sur toutes les thématiques sécuritaires, etc., sur l'islam, etc. Mais Emmanuel Macron voit cette montée de l'intolérance dans le pays et il se dit il faut que j'y réponde. Donc il faut que je montre que je suis intraitable sur la sécurité, que sur l'islamisme je suis intraitable, que sur un certain nombre de thématiques je ne peux pas être pris en défaut, etc. Et en fait, il rentre dans cette logique d'extrême droitisation par calcul politique. C'est une technique de gouvernement. C'est une technique de gouvernement. Qui vient de Manuel Valls, qui a été pratiquée avant beaucoup. Alors, le problème, c'est qu'il se rend pas, je pense qu'il ne se rend pas pleinement compte du cadeau qu'il est en train de faire à l'extrême droite. Parce qu'encore une fois, tout ça bénéficiera, non pas à lui ou à En Marche, ou je ne sais pas qui sera son successeur, mais ça bénéficiera à l'extrême droite qui, encore une fois, est en train de récolter tous les cadeaux qui sont en train d'être faits parce que finalement, on parle des thématiques d'extrême droite. Il a besoin que l'extrême droite soit haute. Regardez comment il a été élu. Comment il a été élu en 2017, comment il a été élu en 2022. Sans le RN, il n'est pas élu. Alors, on peut considérer que c'est aussi une stratégie pour, encore une fois, en tout cas, corneriser la gauche et la mettre. Voilà. Peut-être qu'il a besoin de son Donald Trump, c'est-à-dire sans Donald Trump, pas de Biden. Peut-être que justement le centre gauche, entre guillemets, ou le centre tout simplement, le centre néolibéral, a besoin d'offrir une petite frayeur momentanée au peuple de gauche pour le ramener dans les clous de l'antifascisme nominal. Ce qui est sûr, c'est que on entend très peu Emmanuel Macron sur l'extrême droite. Je veux dire, sa première intervention après l'élection législative, où il y a une centaine de députés RN qui accèdent à l'hémicycle, Emmanuel Macron fait une intervention, ne dit pas un mot là-dessus. C'est pas seulement qu'on l'entend pas beaucoup. Et pareil, il a fait savoir qu'il avait réconforté Éric Zemmour. Il a affiché sa sympathie pour Éric Zemmour en faisant savoir qu'il lui avait téléphoné quand il a été victime d'insultes dans la rue. C'est pas qu'il parle pas de l'extrême droite, c'est qu'il maintient une ambivalence, une ambiguïté qui donne des signes. Une vraie ambivalence et surtout, on a le sentiment que, encore une fois, il parle beaucoup de. Alors, il renvoie les extrêmes dos à dos, l'extrême gauche, l'extrême droite, Sauf qu'il y en a certains qui l'aiment bien et d'autres qui sont... Oui, bien sûr. Mais donc, il fait ça. Et puis, d'un autre côté, quand il y a des manifestations néofascistes dans les rues de Paris, il dit quasiment pas un mot là-dessus. Quand il y a à Saint-Brévin un maire qui est menacé de mort, qui est attaqué même, qui subit une attaque vraisemblablement venue de l'extrême droite et des néofascistes, pareil, il ne se déplace même pas. Donc, là encore, on a le sentiment qu'il minimise ou qu'il ne prend pas du tout en compte la gravité de la menace d'extrême droite dans le pays. Et à côté de ça, du coup, il tient ce discours sur la décivilisation, ultra-sécuritaire, etc. Donc là, évidemment, d'un point de vue quand on est républicain, ça ne va pas, quoi, ce qui se passe, ça ne va pas. Julien. Vous dites... Emmanuel Macron, rassurons-nous quand même s'il est vraiment très ambigu, même s'il est même probablement cynique et manipulateur à cet égard, il n'est pas d'extrême droite, c'est un néolibéral classique. Je voudrais quand même insister sur le fait que le néolibéralisme, en lui-même, dans son essence, n'a pas rien à voir avec les idées d'extrême droite, dans une très large mesure. Et on peut le constater historiquement. Le grand penseur du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, est quelqu'un qui a soutenu ouvertement la dictature de Pinochet au Chili, contre Allende. C'est quelqu'un qui dit très clairement dans ses écrits qu'il n'y a aucun droit de la personne humaine en elle-même à recevoir des soins de la part de la communauté, dans l'absolu. Et donc c'est un rapport, il le dit très clairement, parfois, alors il habille tout ça, bien sûr, et de toute façon, toute la tradition libérale extrême, néolibérale, va dans ce sens tout simplement parce qu'elle discrimine entre les hommes en fonction du degré de productivité, du degré de l'utilité de la société. Là où je suis d'accord, elle a une dimension autoritaire, et dictatoriale. En effet, en revanche, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a une différence de nature entre les deux. Et je pense qu'il faut. C'est pas du tout évident. Je pense et je le dis d'autant plus que c'est vrai qu'il y a une tendance à dire finalement
Macron-Le Pen, c'est la même chose. Moi, je dis attention à ce discours-là. Mais il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose. Je sais, mais ce sont des orientations différentes. L'extrême droite, pour le coup, c'est quelque chose de très spécifique qui est porteur d'un danger bien plus grand pour le pays. Et c'est important quand même de faire cette distinction-là. Vous voyez bien qu'au gouvernement... Tout en disant, comme vous le dites, qu'il y a une dérive autoritaire du néolibéralisme. Regardez le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et qui, en effet, est une sorte et comme vous le dites, et là je suis complètement d'accord avec vous, qui est une sorte de rampe de lancement pour l'extrême droite. Regardez son gouvernement. C'est gouvernement. l'extrême droite qui en recueille les fruits. Regardez qui était au gouvernement. Jean-Michel Blanquer. C'est quelqu'un qui est parfaitement identifié dans les milieux de l'extrême droite traditionnaliste comme l'un des nôtres. Qui a nommé, par exemple, un recteur de Paris qui est un homme d'extrême droite, qui a organisé un colloque à la Sorbonne contre le wokisme, qui a instrumentalisé l'assassinat de Samuel Paty pour faire oublier qu'il était lié dans une large mesure à une absence de soins de la part et une absence de réponse de la part de la hiérarchie dans l'éducation nationale à l'égard de Samuel Paty et des menaces dont il faisait l'objet. Pour effacer tout ça, on instrumentalise l'assassinat de Samuel Paty pour mener une campagne d'épuration macartiste de l'islamo-gauchisme qui gangrénerait les universités. C'est repris par la ministre de l'enseignement supérieur de Macron. L'université est gangrénée par l'islamo-gauchiste. On entend évidemment judéo-bolchevique derrière, ce qui est une fake news, absolue. C'est une culture d'extrême droite. Gérard Darmanin, qui vient d'ailleurs de l'extrême droite, entre parenthèses, il a fait un bref passage chez les Maurassiens. C'est quelqu'un qui dit à Marine Le Pen, ouvertement, dans un débat télévisé, vous n'êtes pas assez dur sur l'immigration, vous n'êtes pas assez dur sur la répression policière. Donc cette distinction-là, elle a quand même des limites. Pour en revenir, c'est plus qu'emprunté. Valérie Pécresse, qui était censée être une opposante de l'extrême droite, elle aussi, pendant la campagne de 2017, fait un discours dans lequel elle intègre la notion de grand remplacement. Parce qu'il y a on revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation à la fois de Macron, de la droite de manière générale, puisque là, le programme d'immigration qu'a présenté la droite est une horreur absolue. Enfin, c'est du copier-coller. Et pourquoi ? Parce qu'il faut faire oublier les retraites. Il faut faire oublier les retraites. Oui, c'est ce que Jacques Rancière a très bien dit en parlant du racisme comme passion d'en haut en France. Quand on a du mal à gouverner, on réinjecte du racisme sciemment. On fait une loi séparatisme, on fait une affaire du Burkini ou autre, et puis ça permet de détourner l'attention. Et puis un jour, ça peut finir par déboucher sur l'avènement d'un régime effectivement fasciste. Mais est-ce qu'il y a une très grande différence, Où est la ligne ? À quel moment ? Bien sûr, pour l'instant, oui. Mais reste dans voilà, quoi qu'on pense. Je voulais vous poser une question, mais vous m'avez devancé. Je voulais vous demander, est-ce que l'historien Emmanuel Todd, qui avait été très critiqué en 2020, parce qu'il avait lancé l'expression macro-lepénisme, qui depuis a fait florès, est-ce qu'on peut dire qu'on est en plein dedans ? Mathieu, je pense que tu n'es pas d'accord avec ça. Non, je pense que c'est un peu excessif, au sens où, encore une fois... il a dit en 2020 et en 2023, ça se rapproche encore plus qu'en 2020. La vraie extrême droite, c'est Zemmour, c'est plus Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est une femme de gauche, c'est ce qu'a dit juste Zemmour. Pour résumer ma pensée là-dessus, je pense que c'est un discours qui présente un problème, qui est qu'il a une tendance à banaliser la menace d'extrême droite en ne faisant pas de distinction de degré, de nature ou quoi que ce soit entre la politique d'Emmanuel Macron et la politique que mènerait au pouvoir Marine Le Pen. Ça, je pense que il faut faire attention à ça, parce qu'encore une fois, l'extrême droite au pouvoir, c'est des lois sécuritaires fois 1000, c'est une répression, notamment dans les quartiers populaires fois 1000, c'est vis-à-vis des discriminations, etc., pareil, fois 1000, sur l'homophobie, sur etc., sur les droits. C'est pas vrai. Marine Le Pen est entourée d'homosexuels. En tout cas, sur les droits, sur la question des droits, etc., on serait sur quelque chose qui serait bien plus grave que ce que fait Emmanuel Macron. En revanche, là où je pense qu'Emmanuel Todd avait raison, et là où on se rejoint, c'est qu'encore une fois, il y a un durcissement autoritaire du macronisme. À la fois du point de vue de la répression, d'ailleurs, des mouvements sociaux. La police frappe pour Macron et vote pour absolument. Le Pen. À la fois vis-à-vis de la répression, qu'elle soit policière, qu'elle soit politique, qu'elle soit dans les mots, quoi que ce soit, des mouvements sociaux. Évidemment, il y a un durcissement autoritaire dans la manière, dans les méthodes de gouvernement, encore une fois, qui est extrêmement autoritaire. On bypass le Parlement, c'est une verticalité très forte. Il y a des atteintes à l'état de droit, comme par exemple des interdictions de manifester qui sont prononcées de manière complètement démesurée et de manière répétée. D'ailleurs, tous les défenseurs des droits de l'homme dans ce pays sont extrêmement inquiets. Il y a la remise en cause, par exemple, de la Ligue des droits de l'homme avec des
menaces à peine voilées sur ses financements. Il y a également Gérald Darmanin. Il y a également Gérald Darmanin qui fait le lien entre insécurité et il fait le lien entre extrême droite et Macronie, qui est clairement. Une pure thématique extrême droite. Donc ça, encore une fois, je ne le nie pas. Et même, j'ai été de ceux, et avec vous, qui le dit depuis un certain nombre de mois, mais comment réagir voire face à ça? Donc, encore une fois, comment réagir face à ça? Voilà. Susciter un bouclier du type Front républicain, du type tout sauf le fascisme, on sait très bien que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que veut Macron. C'est comme ça qu'il se fait élire. Mais toujours est-il que moi, je voterai toujours, hélas, je voterai toujours Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, vous voyez, parce que je considère que Marine Le Pen, et ça me fait mal de le dire, parce qu'encore une fois, c'est là où j'espère que la gauche, peut-être qu'on y reparlera, mais j'espère que la gauche va vraiment s'unir et mener les combats politiques de la bonne manière. Mais il est évident que pour moi, encore une fois, et quand on est républicain, quand il y a Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, on ne peut, hélas, que voter pour le moins pire, qui est quand même terrible. Parce qu'encore une fois, Marine Le Pen au pouvoir, là, et puis surtout Marine Le Pen au pouvoir, là, on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que l'état de droit, la Constitution, etc. Mais qu'est-ce qu'on maîtrise là? Là, on peut vraiment rentrer dans quelque chose qui serait majorité à l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'elle ait une majorité à l'Assemblée nationale. Mais on peut considérer que si elle est élue présidente... vu la constitution de la 5e République, si elle est élue présidente, elle aura le pouvoir. On peut considérer que c'est une vraie possibilité. Voilà. Oui, enfin, on peut toujours... Notre constitution est extrêmement présidentialiste. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait la changer avant toute chose. Oui, bien sûr, pour arrêter aussi de se faire peur tous les 5 ans. Dans quelles circonstances est-ce que les constitutions changent? Si on se retourne vers le passé, comment est-ce qu'à chaque fois on a pu changer de constitution? Toujours à la faveur d'événements absolument traumatiques. La 5e République, je vous rappelle que c'est le résultat d'un putsch militaire des vichistes, des gaullistes et des ultras d'Algérie alliés, pour tout remettre au général de Gaulle. Alors, qui a voulu faire un régime présidentiel démocratique, mais enfin, c'est le fruit d'un putsch. Il y avait des mitrailleuses qui étaient installées au rez-de-chaussée de l'Assemblée nationale. C'est le fruit de la menace d'un putsch. Ah non, c'est pas le fruit de la menace d'un putsch, c'est le fruit d'un putsch effectif. En Algérie et en Corse, avec menace de parachutage sur l'Assemblée nationale et mitrailleuses installées au rez-de-chaussée, moyennant quoi la SFIO a décidé de voter, de s'aligner. Un putsch partiel, on va dire. Le Parti communiste a décidé de ne pas entrer en guerre civile parce que c'était l'issue, disons, si jamais la gauche de gouvernement ne s'alignait pas et n'acceptait pas de s'en remettre à De Gaulle après avoir été pleinement responsable du marasme colonial, du désastre en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? La Troisième République, c'est une défaite militaire, un effondrement complet de la nation après la bataille de Sedan. Et puis la 4e, comme vous savez, c'est aussi le fruit après l'effondrement sous Vichy, enfin l'effondrement du régime républicain, d'événements guerriers, massifs. Voilà. Donc comment on change de constitution? Pas comme ça, pas en se disant « Ah ouais, ça marche pas, il y a trop d'inconvénients, il faudrait passer à la 6e ». On voit pas bien comment. En fait, si je peux intervenir, je voudrais dire que, à mon avis, l'histoire ne se reproduit pas à l'identique. Et pour quelqu'un qui est issu de la France de l'Empire, considérer qu'il y a une frontière étanche entre les républicains et les pas-républicains, c'est un peu oublier que les violences absolues dans la radicalité rappellent celle de l'extrême droite, et elles ont eu lieu dans les colonies, et elles ont été orchestrées par les républicains, entre guillemets. Au nom de la mission de civilisation. Et on se souvient très bien du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui, en gros, explique que, Hitler habite le bourgeois bien propre sur lui. Donc, effectivement, il ne faut pas dire aux mots, il ne faut pas faire perdre leur sens aux mots, mais il faut aussi s'imaginer que le pire peut advenir dans 10, dans 15, dans 20 ans, et peut venir de forces qui, historiquement, n'étaient pas des forces d'extrême droite. Et quand on voit en Europe le mélange des genres, les alliances qui sont faites entre des personnes qui étaient issues d'un camp propre sur lui, parce que partout, ce n'est pas des républiques, et des gens qui sont issus du pire de l'histoire européenne. Mais ça, alors... Je pense qu'il faut, vous avez complètement raison, il ne faut pas être aveugle sur comment dire, ce que la République a produit de pire. Et évidemment, moi, je ne suis pas dans un fétichisme de la République, idéaliste ou quoi que ce soit. Ça, je ne dis pas le contraire. La République a failli à de nombreuses reprises. La colonisation est un des pires exemples de ça, mais pas que. La manière dont on a... On va dire les exactions coloniales, parce que la colonisation, c'est un problème. Les exactions coloniales, durant mais pas la colonisation, il y a une égalité
négation de l'humanité, une négation radicale. Est-ce qu'on peut de imaginer la l'humanité. colonisation sans ça, justement à cause de sa mission civilisatrice, pour en revenir à la question de la civilisation? Mais encore une fois, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, il y avait quand même, jusqu'à récemment, comment dire, une ligne de démarcation claire. Et encore une fois, c'est pas pour excuser quoi que ce soit, mais il y avait une ligne de démarcation claire dans entre l'Hexagone, ouais. les partis républicains et l'extrême droite. Et je dis ça en pensant notamment à la droite. On se rappelle de Jacques Chirac, qui encore une fois n'était certainement pas parfait et avait plein de défauts, mais Jacques Chirac avait au moins cette qualité qui était de dire que il fallait une ligne de démarcation avec l'extrême droite qui était non négociable. Et même Nicolas Sarkozy, qui lui est allé sur les thématiques de l'extrême droite, le ministère de l'identité nationale, etc. Même Nicolas Sarkozy lui-même quand même disait qu'il fallait faire ce distinguo et était encore dans cette logique un peu républicaine. Mais bien sûr, mais parce qu'il y a le souvenir de Vichy. Mais plus on s'en éloigne, ce que je dis, moins l'extrême droite est discréditée. C'est là où je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là, c'est qu'en effet, c'est ça qui est en train de s'effriter profondément aujourd'hui. La droite aujourd'hui, vous regardez Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez, il n'y a plus aucune différence quasiment, ou en tout cas sur l'essentiel, et notamment sur l'immigration ou sur la sécurité, avec l'extrême droite. C'est devenu la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la disparition d'une droite républicaine, libérale, qui avait ses défauts, mais qui enfin avait quand même une boussole républicaine. Et vous pouvez ajouter à gauche Valls, le Printemps républicain, etc., qui sont sur la même ligne aussi, plus Valls, ou moins. qui est d'ailleurs de toute manière un homme de droite. Oui, voilà. il est représentatif quand même d'une partie de. C'est vrai, PS, d'une radicalisation d'une gauche social-démocrate en fait qui s'est droitisée. Ou alors une gauche autoritaire. Oui, mais qui en fait se droitisait profondément. C'est de l'extrême centre bonapartiste au fond. Mais encore une fois, je pense que ça, il faut le voir dans une dynamique d'ensemble qui est vraiment, encore une fois, la droitisation et surtout l'extrême droitisation de la politique française et des thématiques en France. Quand vous avez un ministre, encore une fois, de l'Intérieur qui vous dit qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, aucun de ses prédécesseurs ne disait ça. Ça appartenait à l'extrême droite. Le terme d'ensauvagement, de décivilisation, quoi que ce soit, ça appartenait à l'extrême droite. Quand on en vient aujourd'hui à parler d'immigration comme on le fait avec un projet de loi immigration qui est envisagé par le pouvoir, qui est un projet de loi qui est absolument terrifiant du point de vue des droits des étrangers, qui va être un durcissement que même Nicolas Sarkozy n'aurait jamais osé. Donc ça doit nous inquiéter parce que finalement, c'est encore une fois un mouvement d'ensemble. Et j'entendais le président de la Ligue des droits de l'homme, je crois que c'était hier, qui s'inquiétait de la montée de la xénophobie dans le pays. Et ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il y a ça aussi qui est extrêmement inquiétant dans le pays, c'est-à-dire toute cette montée de l'intolérance, de la xénophobie, des thématiques sécuritaires totalement intolérantes dans le pays. Ça rejoint encore une fois cette idée que Marine Le Pen est en train d'avoir une sorte de piédestal pour, en 2027, arriver au pouvoir avec un pays qui serait prêt finalement pour un autoritarisme, qui aurait été préparé par le sarkolandisme, macronisme. C'est là où la gauche a un devoir là aujourd'hui qui est très fort, qui est d'empêcher ça. Quelle gauche? Mais on peut la gauche. D'accord, mais c'est pas n'importe laquelle parce que la gauche, elle a été au pouvoir avec François Hollande, avec Manuel Valls comme Premier ministre, et puis Bernard Cazeneuve. Mais est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'était pas quand même structurel? Est-ce que c'était pas est-ce qu'elle pouvait faire autre chose? C'est une bonne question. On va se poser la question, mais disons qu'on peut aussi considérer que ce centre-là voit d'un bon œil l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir parce que ça lui permettrait de se relégitimer et de recréer une sorte de bloc anti-extrême droite, comme on l'a vu aux États-Unis avec la crise du Parti démocrate et sa sortie de crise, entre guillemets, après 4 années de Trumpisme. On peut aussi se dire ça, que les gens sont encore plus cyniques que ça et se disent que l'enfer nous ramènera à leur paradis. Alors, passons à un autre sujet qui tourne en réalité autour du même thème, la marche et la manifestation en soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins, harcelé par l'extrême droite parce qu'elle lui reprochait de vouloir ou de laisser installer un centre d'accueil pour migrants dans sa commune. Au final, son domicile a été incendié et il a jeté l'éponge. Notre correspondant Théo Perron était hier à Saint-Brévin et il a notamment recueilli le témoignage de Yannick Morez, le maire démissionnaire, qui a une fois de plus déploré l'inaction du préfet, donc de l'État central, face au harcèlement dont il a été longtemps la cible. Au niveau de la commission, j'ai voulu démontrer également qu'on n'avait pas eu de soutien de l'État. Que ce soit donc
au niveau du sous-préfet et du préfet, et également de la procureure de la République. Beaucoup de maires, d'anciens maires, qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu durant leur mandat ou ce qu'ils vivent encore, avec notamment beaucoup d'agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Ces maires qui déposent plainte une première fois, et puis ensuite classés sans suite. Et puis ensuite, bien entendu, ils ne déposent plus de plainte puisqu'il n'y a pas de suivi. C'est ce que nous avons connu, nous, ici, à Saint-Brévin, où même c'était l'effet inverse que ce qu'on nous disait, de ne pas déposer de plainte, que de toute façon, on ne fera rien, puisque c'était la liberté d'expression. C'est quelque chose qu'on a entendu à répétition, hein, même de la part, bien entendu, des autorités de l'État, puisque je parle également du sous-préfet. Théo Perron a également tendu son micro à Jean-Luc Mélenchon, qui était sur place, et à Mathilde Ferrache, syndicaliste Sud Solidaire. Les deux sont unanimes, il aurait fallu soutenir Yannick Morez avant les attaques de l'extrême droite, qui ne datent pas d'hier. Aujourd'hui, on est venu rappeler que nous, ça fait près d'1 an qu'on est mobilisés contre l'extrême droite qui empêche le déménagement du CADA sur la ville de Saint-Brévin. Donc on est venu rappeler que l'extrême droite était l'ennemi des travailleurs et que ce qui arrive au maire de Saint-Brévin n'est qu'un exemple malheureux finalement dans une suite actuelle d'attaques de part de groupes néofascistes qui prennent de plus en plus d'ampleur sur le territoire. Avec les députés qui sont ici et les autres, juste pour dire alerte. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un incident isolé. Nous en voyons un peu partout dans le pays. Alors j'ai pensé que c'était bien qu'on vienne tous là. Le maire n'est pas de notre bord, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Il peut être du bord qu'il veut, on est solidaire avec lui. Mais voilà, le maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins est manifestement plus gêné du soutien de la gauche que de la timidité de la droite et de la Macronie. Il n'a pas assisté à la marche organisée en soutien à sa cause. Et il a jeté un froid lors du point qu'il a organisé devant l'hôtel de ville en regard des images filmées par le journaliste Paul Larouturou de LCI. Je souhaitais qu'il n'y ait aucune participation politique. Voilà. Donc, comme ça a été repris par certains partis politiques, j'ai souhaité, moi, rester tout à fait neutre avec mon équipe municipale, et je dirais tout mon conseil municipal, puisque derrière moi également, il y a des conseillers de la minorité qui sont également présents et qui ont défendu les différents projets également de l'État. Alors, drôle d'idée que celle de créer un buzz visant la gauche le jour même d'une manif contre l'extrême droite. Est-ce que Yannick Morez n'alimente pas lui-même cette mise à égalité de la NUPES et de l'extrême droite ? C'est un élu, je crois, d'hiver droit, donc on peut considérer que dans sa logique politique à lui, il s'est dit qu'il fallait quand même qu'il critique un petit peu la gauche. Je note quand même qu'il a aussi dit, pour être tout à fait honnête, il a aussi dit qu'il regrettait que la droite ne s'inquiète pas de ce qui lui est arrivé et ne se préoccupe pas de cette question-là. Les deux propos sont contradictoires. Et là où évidemment, on peut regretter qu'il fasse cette espèce de mise en accusation de l'extrême gauche, alors qu'en fait, c'est quand même l'extrême droite qui l'a menacé, c'est l'extrême droite qui l'a attaqué, etc. Et ça, j'avoue que c'est difficilement compréhensible, parce que surtout, le vrai sujet de Saint-Brévin, au-delà du fait que à chaque fois maintenant, dans un village, dans une ville ou quoi que ce soit, il y a un projet d'accueil d'exilés, à chaque fois il y a l'extrême droite qui s'organise pour intimider, pour menacer, pour manifester, etc. Donc ça déjà, ça doit quand même nous interroger sur le climat absolument délétère qu'il y a actuellement, et encore une fois on aurait aimé le gouvernement l'entendre davantage là-dessus, mais le vrai sujet c'est que surtout comment ça se fait qu'à Saint-Brévin il n'y ait eu que la gauche, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu, et encore une fois, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu la droite républicaine, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu des macronistes, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu l'ensemble du champ républicain en France qui se soit déplacé pour manifester son soutien envers un maire qui a été quand même menacé de mort juste pour avoir envisagé un centre d'accueil
d'exilés. Enfin, je veux dire, ce qui est d'abord au fondement de notre pays, ce devoir d'accueil, et puis ensuite qui relève de la défense du simple humanisme et de choses qui, encore une fois, il y a quelques décennies, faisaient partie de la logique normale des choses quand on était républicain. Et c'est plutôt ça qui devrait nous interroger, c'est l'absence absolue des macronistes, de la droite républicaine, pour défendre ce maire, alors que là, il s'agit quand même de la défense de nos principes républicains, quoi. Voilà. À la décharge de Yannick Morez, je le dis avant de donner la parole, Julien, on peut citer ces témoignages de militants locaux recueillis par Libé, notamment, qui déplorent que les politiques au niveau national, y compris de gauche, ont mis beaucoup de temps à réagir, et donc, bon, voilà... ça n'excuse rien, mais bon, c'est un fait qu'il faut mettre dans la... C'est un maire, donc c'est l'État et le gouvernement en place qui doit normalement intervenir lorsqu'il est confronté à ce genre de situation. Or, cela n'a pas été fait. Alors, Yannick Morez a-t-il une attitude étrange ? Est-ce qu'il a une attitude étrange ? Il montre parfaitement comment l'hégémonie culturelle, qui est à une fusion du macronisme et du lepénisme, de ce point de vue-là, fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'ose pas dire les choses. Il est obligé de constater qu'en fait, la seule mobilisation, c'est celle de la gauche, et de la gauche de gauche, pas de la gauche hollandiste. Mais si elle se mobilise, c'est parce qu'elle a pas de la gauche hollandiste falsiste. C'est parce qu'elle veut manipuler, parce qu'elle veut mais récupérer, il ne peut pas le reconnaître. parce qu'elle a c'est ça. Comme il a intentions manifestement cachées. Une culture de droite, il est obligé immédiatement de penser que c'est la même chose que l'extrême droite, alors qu'on voit sous ses yeux que c'est exactement deux postures opposées, et qu'entre les deux, l'État n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. En fait, il amalgame ses soutiens et ses agresseurs. Un comble. Comment être l'auteur de sa propre souffrance, au fond. Mais je trouve que là, il y a vraiment une structure générale qu'on peut retrouver dans les autres événements que Macron a utilisés quand il a dénoncé la violence. C'est ce dont on parlait au tout début. Il y a un adage romain qui dit que, c'est du droit romain, on ne doit jamais écouter celui qui tire argument de ses propres turpitudes ou des effets de ses propres turpitudes. Quand Emmanuel Macron, par exemple, utilise l'assassinat de cette infirmière en psychiatrie, parmi les nombreux éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui alimentent la thématique de l'extrême droite, ah, ma bonne dame, on se décivilise. Il oublie de mentionner que l'insécurité des personnels dans la psychiatrie, elle est directement liée aux lois néolibérales qui ont commencé avec Sarkozy, contre lesquelles les personnels hospitaliers ont lutté avec un mouvement qui s'appelle la Nuit sécuritaire, à l'occasion déjà d'un assassinat en 2008 par un patient schizophrénique qui était laissé à lui-même parce que ça ne rapporte rien que de s'occuper des malades psychiatriques. On a démantelé les structures et il y a une misère totale qui aboutit aussi à l'insécurité des personnels. Là, c'est la même chose, au fond. On laisse faire l'extrême droite, on ne veut pas s'y opposer parce qu'on la cajole dans le sens du poil. Et puis, une fois que le gars finit quand même par démissionner, eh bien on dit « Ah, attention, c'est mal ». Et on peut aller à l'avenant. C'est un problème structurel. La montée des violences que dénonce Macron, alors toujours de manière sélective, pas les violences policières naturellement, peu les violences d'extrême droite, elle est évidemment liée à la radicalisation des inégalités. À l'instauration d'une société néolibérale. Les sociétés néolibérales sont très violentes. C'est logique, il ne peut pas en être autrement. Et il faut un pouvoir de répression très fort. Et c'est là qu'on rejoint Hayek. C'est là qu'on rejoint Friedrich Hayek, son apologie de Pinochet, ou regardez comment se comporte la police aux États-Unis. On va dans ce sens, naturellement. Hayek, je le rappelle, c'est... revendiqué par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et peut-être futur président, on pense à lui pour succéder à Macron, c'est son penseur de chevet. Le gars donc, qui faisait l'apologie du régime de Pinochet contre le socialisme démocratique d'Allende. Donc, on démantèle les structures de protection collective, on attise toutes les causes de l'insécurité par une politique néolibérale, puis après on arrive en disant « Ah, mais mon Dieu, c'est horrible, on se décivilise ». C'est une très grande perversité et c'est typique de la stratégie du macronisme. Je peux ajouter un point aussi, oui. Parce que finalement... là où je suis complètement d'accord, c'est il y a une espèce de discours totalement abstrait sur la violence, voilà, où tout est amalgamé, des violences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et surtout le refus de regarder aussi la colère qu'il y a dans le pays par rapport aux politiques qui sont menées et la manière dont le mépris du peuple aussi excite la colère et potentiellement la violence. Moi, je suis anti-violent, donc je n'excuse aucune violence ou quoi que ce soit, mais il faut regarder aussi la cause de certaines violences. Mais surtout, encore une fois,
il y a cette idée chez le gouvernement, et encore une fois, je pense que vous avez raison, c'est du cynisme, c'est du calcul politique, de dire, regardez les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Et on en vient à comparer des choses qui n'ont rien à voir entre elles. C'est une passion du parti unique, quelque part. Alors oui, c'est aussi... Si tout le monde est, si tous les adversaires sont des extrémistes, tous les adversaires sont des extrêmes. C'est du bonapartisme et de l'extrême centre, ça s'appelle l'extrême centre aussi. L'extrême centre, c'est-à-dire on est le parti de la rationalité face aux extrêmes. Mais, encore une fois, le sujet à Saint-Brévin, c'est la montée de milices d'extrême droite, de mouvements d'extrême droite qui contestent tous les mouvements d'accueil des exilés. Je ne sais pas si je crois que vous l'avez traité aux médias, mais cette affaire-là de Utopia 56, voilà, qui est dans le 16e arrondissement à Paris, essaye de tant bien que mal de défendre les droits de 500 ou 400 ou 500 exilés, donc qui ont une école désaffectée, qui les installe, qui les ont installés dans une école désaffectée, le temps d'essayer de trouver mieux. Donc, je veux dire, voilà. Et que fait des mouvements d'extrême droite ultra radicaux, enfin, l'ultra-droite, des néofascistes ou quoi que ce soit? C'est ils manifestent devant, ils menacent, ils intimident, etc., etc. C'est ça le danger aujourd'hui dans le pays. Le danger dans le pays, c'est cette banalisation des thématiques d'extrême droite, c'est ces mouvements d'ultra-droite qui sont tout d'un coup de plus en plus visibles, qui manifestent de manière tranquille, et ça témoigne quand même ça d'une radicalisation de l'extrême droite, et ça devrait préoccuper, le gouvernement devrait être préoccupé par ça, matin, midi et soir. C'est ça qui devrait être la prise de parole d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire comment ça se fait que la question de l'accueil des exilés, qui relève de l'élémentaire humanisme, c'est-à-dire on parle là vraiment de l'humanisme le plus élémentaire, fasse l'objet aujourd'hui de violence de la part de l'extrême droite et d'une indifférence vis-à-vis de gens qui sont censés être républicains. Ça devrait être une préoccupation. C'est ça le problème central. Si l'objectif réel de ceux qui nous gouvernent, vous allez dire que je suis naïf ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, il y a du calcul politique. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça leur priorité? Le fait de dire extrême gauche, extrême droite, c'est la même chose, alors que c'est de la folie pure. Enfin, je veux dire, l'extrême gauche, déjà aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On va dire c'est le NPA et Lutte ouvrière. Voilà. C'est de la falsification. C'est de la falsification. Ils sont en aucun, ils sont très critiquables. Moi, je les critique volontiers. Mais enfin, c'est absolument pas comparable avec le RN, avec Reconquête. Mais ce ne sont pas les mouvements violents, surtout. Ce ne sont absolument pas les mouvements violents. Voilà, mais du coup, ça participe à ce qu'on disait, c'est-à-dire la banalisation de l'extrême droite. Finalement, tout se vaut. Voilà, toutes les violences se valent, tout se vaut, etc. Et au final, on se retrouve avec un pays qui est en train de sombrer et avec un gouvernement qui a une très très grande responsabilité là-dedans. Alors pour finir, je voudrais qu'on aborde la bataille qui s'est déjà engagée autour de la proposition de loi Lyotte visant à abroger l'article 7 de la réforme des retraites. L'exécutif veut à tout prix empêcher le débat et le vote, et ces pressions sur Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ont manifestement porté leurs fruits si l'on s'en tient à son interview de ce matin sur Sud Radio. Ce que je dis, c'est que clairement cette proposition de loi est contraire à l'article 40 de la Constitution, c'est une évidence. Que ce fait ne pouvait pas être constaté lors du dépôt de la proposition de loi. Et donc moi, le bureau de l'Assemblée nationale a laissé le groupe Lyotte déposer ce texte, mais qu'en revanche maintenant, il appartient au président de la Commission des finances qui est saisi de cette question de l'article 40 de prononcer l'irrecevabilité en ce que, de toute évidence, le texte de loi constitue une charge pour nos finances publiques et donc contrevient à cet article. C'est sa mission et j'espère que, comme moi, il la remplira pleinement. Oui. Dans une sorte de réponse du berger à la bergère, Éric Coquerel a répondu à Yaël Braun-Pivet sur Twitter. Il a dit, et je le cite, « Il faudra quand même m'expliquer cette logique qui veut que le bureau de l'Assemblée présidé par Yaël Braun-Pivet valide cette PPL, proposition de loi donc, y compris au titre de l'article 40, mais ensuite estime de façon aussi certaine qu'il me reviendrait de l'invalider. » J'ajoute aussi que Yaël Braun-Pivet a aussi dit que dans l'hémicycle, c'est elle qui est comptable de l'application de l'article 40. Alors, on ne va pas peut-être entrer dans des arguties juridiques, mais est-ce que les macronistes oseront empêcher le débat et le vote parlementaire, Mathieu, à ton avis? C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est clairement ce qu'ils veulent. Yaël Braun-Pivet a beaucoup hésité, elle ne voulait pas. Et il y a des indiscrétions dans le Figaro
qui nous laissait entendre qu'elle s'est faite, un peu, disons, attrapée par le col, et notamment Gérald Darmanin qui s'interrogeait sur la sincérité de son macronisme. Alors, je ne suis pas dans les secrets de la Macronie, mais en revanche, c'est tout à son honneur si elle a essayé de lutter contre ça. Elle est quand même présidente de l'Assemblée nationale, et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, garante quand même de la force et de l'importance du Parlement dans notre pays. C'est le troisième personnage de l'État, après le président du Sénat et le président de la République. Donc encore une fois, c'est tous les députés là qui sont humiliés avec ce qui se passe. Alors les macronistes sont en train de trouver des stratégies absolument infâmes pour essayer d'empêcher qu'il y ait ce vote. Alors il y a l'article 40 qui est d'ailleurs, soit dit en passant, une aberration, cet article 40, parce que si on détermine toute notre politique par rapport à la question de la dette, de la charge publique, etc., c'est une absurdité totale. Ça c'est purement un article néolibéral classique qui empêche antidémocratique, absolument antidémocratique. Et antidémocratique. Mais passons, en effet, peut-être entrons pas dans les sujets juridiques. Il faudrait poser la question à des juristes chevronnés, mais en tout cas, et des constitutionnalistes chevronnés. Mais le fait est que là, il y a un délit de démocratie, c'est-à-dire que on empêche le Parlement. Je rappelle quand même que le Parlement a été empêché de voter cette loi retraite, puisqu'il y a eu le 49.3. Donc jamais le texte qui va impacter la vie de millions et de millions de Français, jamais ce texte-là n'a été voté par l'Assemblée nationale. Et donc à ce premier délit de démocratie, les macronistes tentent d'en imposer un deuxième, qui est de dire il n'y aura pas de nouveau vote à l'Assemblée nationale. Et je pense que au fond, là, l'enjeu, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre même de députés macronistes que je pense sont assez choqués par ce que fait le gouvernement, c'est que là, l'enjeu, c'est même plus des questions de retraite Là, l'enjeu, c'est le Parlement, l'Assemblée, l'importance de l'Assemblée. On est quand même une démocratie. Alors, on dit qu'on est une démocratie semi-présidentielle, mais donc on est aussi une démocratie parlementaire. Et que c'est le Parlement en France qui fabrique et qui vote les lois. Et donc, l'enjeu là, de toute cette séquence, c'est d'éviter ce déni de démocratie. On verra comment ça se passe, parce que évidemment la grande peur d'Emmanuel Macron et puis du gouvernement, c'est que cette loi passe. Alors, même si après il y a le Sénat, après il y a la question de est-ce qu'on convoque une CMP ou quoi que ce soit. Ça relancerait le débat. Mais voilà. Ça relancerait l'opposition et il sait que le pays n'en veut pas. Voilà. Et ça serait un symbole. Alors, ça serait, je pense, un symbole pour l'importance du Parlement dans ce pays, parce que ça fait quand même depuis 2017 que le Parlement est humilié. Je veux dire, où il y a un gouvernement qui a un mépris absolu pour le Parlement. Donc déjà, vis-à-vis de l'image du Parlement et du symbole que ce serait, je pense que ce serait très important. Et puis, comme vous l'avez dit, sur le fait parce que les macronistes veulent, ça y est, la porte est fermée, on n'en parle plus, on a voté, maintenant on passe ce sujet. Alors ils essayent d'ailleurs. Ils savent que c'est une effraction en fait. Ils savent qu'ils ont imposé une loi qui affecte la vie de tout le monde, comme vous le disiez, alors qu'en réalité la majorité n'en veut pas. Ils le savent très bien. Voilà. Donc là, ça serait l'occasion de dire non, on ne passe pas à autre chose. Au contraire, on remet la question sur la table. Et je pense que c'est ça. Pour moi, c'est une sorte c'est un peu un coup d'État néolibéral au fond, cette affaire, parce que cet article 40 qu'on évoquait, selon lequel l'Assemblée nationale n'aurait pas le droit de défendre des lois, d'essayer par elle-même de faire passer des lois qui pèseraient sur le budget public. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas vraiment ce que dit l'article 40. Ça devient une nouvelle charge pour les finances publiques. Oui, il faut que ce soit forcément compensé. Pour les propositions de loi, c'est aussi pour les projets de loi. Cet article 40. Oui, mais dans un cas comme dans l'autre, que ce soit une proposition du gouvernement qui serait déclarée inconstitutionnelle parce qu'elle représente une charge pour les finances publiques elles viennent de qui? Elles viennent de l'impôt. L'impôt, il est payé par qui? Il est payé par nous. Si nous sommes souverains, si nous sommes en démocratie, nos représentants ont le droit de faire passer des textes de loi qui vont répartir différemment les recettes et les dépenses. Alors évidemment, peut-être que s'il y a un peu moins de coupe dans les dépenses, on va être obligé de couper un peu moins les recettes fiscales, notamment sur les grandes entreprises. On va être obligé de les refiscaliser peut-être. Et l'overclass et la grande bourgeoisie. Donc c'est en réalité une atteinte à la souveraineté. Je veux dire, ça relève du coup d'État. Alors on peut pas espérer de Madame Braun-Pivet, en réalité, même si elle met en scène ses hésitations, qu'elle soit du bon côté. Il faut quand même se rappeler que c'est elle qui a empêché le développement de l'enquête dans l'affaire Benalla, qui est une violation outrancière de l'État de droit, par Benalla lui-même bien sûr, mais surtout par son protecteur affiché, le président de la République, qui a dit « Ah bah ouais, on a violé la loi ».
mais venez me chercher si vous pouvez. En attendant, passons à autre chose. Et elle l'a couvert. C'est elle qui est intervenue à un moment donné. Donc c'est pour dire à quel point elle a un grand sens de la démocratie et de l'état de droit. Hein. N'espérons pas qu'elle fasse quelque chose de ce côté-là. Mais il faut bien voir que l'enjeu, quand même, fondamentalement, c'est toujours le même. Il est très connecté à la nature de la Ve République, hein, gaulliste, présidentielle, potentiellement dictatorial soft de type Napoléon III, hein, Second Empire, qui a toujours été quand même un peu un modèle pour la droite française, hein, pour la droite de gouvernement. Philippe Seguin, par exemple, hein, un grand hiérarque du RPR, avait fait un livre pour dire son admiration pour Napoléon III. Le bonapartisme, hein, la toute-puissance de l'exécutif, en dépit de ce que peuvent être les intérêts du peuple et la souveraineté populaire, ça reste un petit peu l'idéal. Hein. Donc c'est une représentation confiscation. Ces institutions de la Ve République, elles permettent à Emmanuel Macron, sous prétexte qu'il a été élu, sous prétexte, dit-il, hein, que sa légitimité est plus grande finalement que la volonté populaire, à partir du moment où le mécanisme des institutions l'a porté au pouvoir, ça lui permet en réalité de confisquer la souveraineté populaire et d'aller contre elle. Et juste un dernier point, là où j'abonde complètement dans votre sens, c'est que si, imaginons, elle était discutée à l'Assemblée, soyons certains que les députés macronistes feront de l'obstruction, déposeront des milliers et des milliers d'amendements pour que le texte ne puisse pas être voté, parce que je rappelle que ce sera dans le cadre d'une niche parlementaire, et qu'une niche parlementaire, c'est une journée, je crois, donc c'est jusqu'à minuit. Donc là encore, je suis complètement d'accord avec vous, on voit en fait aujourd'hui tout le caractère anachronique de la Ve République, qui, utilisé dans des mains assez autoritaires, voire extrêmement autoritaires, manque considérablement d'éthique démocratique, et c'est un euphémisme. Et on voit aujourd'hui la manière dont la Ve République prévoit des mécanismes qui en fait étouffent le Parlement, étouffent l'Assemblée nationale, les députés, et qui en fait permet à un homme seul de gouverner de manière extrêmement autoritaire. Donc là, de toute manière, on assiste pour moi à l'acte de décès de la Ve République, où on en voit le caractère très très insuffisamment démocratique. Voilà. Merci Julien, merci Mathieu pour ces échanges très intéressants et instructifs. Merci à toutes et à tous qui avaient suivi cette émission. Avant de vous laisser, il est important de vous rappeler que si le média existe et que si nos programmes sont accessibles gratuitement, c'est grâce à vous qui partagez nos vidéos et qui nous financez. Merci. Pour les autres, n'hésitez plus, rendez-vous sur lemediatv.fr pour vous abonner des 5 € par mois, et afin de faire vivre la première chaîne d'infos indépendante et coopérative du paysage audiovisuel français, car nous sommes dans une campagne qui vise à faire débarquer le média à la télévision. Notre dossier a été déposé auprès de l'Arcom, mais des réticences persistent chez certains opérateurs de box qui ne trouvent pas notre modèle économique viable. Nous avons donc lancé une pétition dont l'objectif est de démontrer le contraire, de démontrer qu'il y a dans ce pays des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat comme le média. Plus de 40 000 signatures déjà. Merci beaucoup. On continue de se mobiliser. Signez et faites signer vos proches. Rendez-vous sur unetélépourvous.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.